Les aventures en plein air peuvent offrir des sensations incroyables, mais parfois elles se terminent mal. Nous allons partager 5 des pires décès de l'histoire des expéditions en nature de personnes en quête d'aventure qui ont finalement affronté le danger ultime. C'était l'été 1993 dans les montagnes reculées de Sibérie. Lyudmila Korovina, une guide de montagne expérimentée, menait un groupe de 6 jeunes randonneurs âgés de 15 à 24 ans dans ce qui devait être une simple excursion à travers la chaîne du Kamar-Daban près du lac Baïkal. Après des mois de préparation, l'équipe se sentait prête et confiante. Mais ce qui avait commencé comme une aventure exaltante s'est rapidement transformé en une tragédie qui laisse encore les enquêteurs perplexes. Le 2 août, le groupe partit dans la bonne humeur, atteignant le sommet plus tôt que prévu et se préparant à redescendre après 2 jours de randonnée. Mais le 4 août, le temps changea brutalement. De fortes pluies rendirent les sentiers glissants et trempèrent leur matériel. Malgré cela, ils parvinrent à installer un campement, même s'ils eurent du mal à allumer un feu et partagèrent leurs dernières provisions avant de se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, les conditions se détériorèrent davantage. Malgré les difficultés, le groupe devait retrouver plus tard dans la journée la fille de Lyudmila, Natalia et son équipe, à un point de rendez-vous convenu. Mais en arrivant sur place, Natalia ne trouva aucune trace du groupe de sa mère. Pensant d'abord à un simple retard, elle ne s'inquiéta pas immédiatement. Pourtant, les jours passèrent sans aucune nouvelle et l'angoisse monta. Le 10 août, des kayakistes naviguant sur une rivière au pied des montagnes aperçurent une jeune fille sur la berge. Ses vêtements étaient tachés de sang et elle semblait désorientée et terrorisée. Cette fille, c'était Valentina Utochenko, une randonneuse de 17 ans et la seule survivante de l'expédition. Son récit stupéfia les autorités et souleva plus de questions qu'il n'apporta de réponses. Valentina expliqua que le groupe avait entamé sa descente le 5 août après un rapide petit déjeuner. Mais très vite, un des membres, Sacha, s'effondra en proie à une douleur atroce. Ses symptômes étaient terrifiants. Il hurlait, ses yeux semblaient gravement atteints et de la mousse sortait de sa bouche. En quelques instants, il mourut dans des convulsions violentes. Le groupe, sous le choc et paniqué, se retrouva face à un cauchemar inimaginable. Lyudmila ordonna aux autres d'aller chercher de l'aide, mais peu après, elle aussi présenta des symptômes inquiétants. Elle s'effondra, convulsant et peinant à respirer. Alors que les autres tentaient de lui porter secours, une autre randonneuse, Tatiana, se mit à suffoquer et à agir de manière erratique. Dans un état de détresse apparente, elle se fracassa la tête contre un rocher, aggravant encore la situation déjà chaotique. La peur s'empara du groupe. 2 membres, Timur et Victoria, prirent la fuite, mais ils furent eux aussi frappés par ces symptômes mystérieux et s'effondrèrent dans d'atroces souffrances. Il ne restait plus que Denis et Valentina. Denis tenta d'aider ses compagnons, mais il finit par être atteint des mêmes signes de détresse et s'écroula à son tour. Valentina était désormais seule. Pendant 4 jours, elle traversa un terrain dangereux, suivant des lignes électriques dans l'espoir de trouver du secours. Épuisée et traumatisée, elle finit par croiser les kayakistes qui l'amenèrent en sécurité. Son calvaire était terminé, mais les séquelles psychologiques resteraient gravées en elle. 2 semaines après le drame, les équipes de recherche retrouvèrent les corps des autres randonneurs. Les autopsies révélèrent que tous, à l'exception de Lyudmila, étaient morts d'hypothermie. La guide, elle, succomba à une crise cardiaque. Pourtant, les symptômes décrits par Valentina soulevaient des questions troublantes. Les enquêteurs envisagèrent plusieurs hypothèses, allant d'une exposition toxique à une contamination de l'eau. Mais aucune preuve concluante ne fut trouvée. L'isolement du site rendirent difficile l'identification de la véritable cause du drame. Le mystère du Kamar-Daban demeure l'un des cas les plus glaçants de l'histoire de l'alpinisme. Malgré des décennies de spéculation, l'enchaînement exact des événements et la cause du décès des randonneurs restent un mystère. Certaines théories évoquent des toxines naturelles ou des phénomènes environnementaux, mais rien n'a jamais été prouvé. Quant à Valentina, son incroyable survie intrigue encore. Pourquoi a-t-elle survécu alors que tous les autres sont morts? Était-ce une simple question de chance? Ou y avait-il une autre explication? Cette tragédie est un rappel brutal de l'imprévisibilité de la nature, même pour les aventuriers les plus chevronnés. L'affaire du Kamar-Daban continue de hanter et de fasciner, ces questions sans réponse témoignant des mystères persistants du monde sauvage. Le 29 octobre 2024, dans la région isolée de Jokkmokk, au nord de la Suède, Storm Double, un youtubeur belge de 22 ans passionné d'aventure, se retrouva piégé dans l'une des pires tempêtes de neige de l'année. Connu pour son amour de l'exploration en pleine nature, son voyage en solitaire prit une tournure tragique dans cet environnement impitoyable.
Storm avait passé une grande partie de l'année à parcourir l'Europe du Nord, partageant ses aventures sur sa chaîne YouTube Storm Outdoorsy. Ses vidéos mettaient en avant sa passion pour la randonnée, le camping et le rafting. Ses abonnés admiraient sa résilience et son indépendance, le voyant comme quelqu'un qui s'épanouissait dans l'isolement et qui embrassait les défis que la nature lui imposait. Mais bien que Storm fût habitué au danger de la survie en milieu sauvage, cette tempête allait s'avérer plus forte que lui. Dans la nuit du 29 octobre, la tempête de neige s'intensifia rapidement. Les températures chutèrent à -6 degrés Celsius, mais avec le vent glacial, la sensation thermique avoisinait les -18 degrés Celsius. Storm envoya une vidéo à un ami, montrant sa tente malmenée par le vent et la neige s'infiltrant dans ses bottes et son équipement. Il commenta même que la situation n'allait faire qu'empirer. Son ami lui conseilla de faire attention, mais Storm, confiant, semblait sûr de sa capacité à affronter des conditions extrêmes. Plus tard, il envoya un message à sa grand-mère, lui disant qu'il neigeait abondamment mais qu'il allait survivre et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Au fil des heures, la situation devint critique. Sa mère, Elizabeth Radmacher, supposa plus tard que sa tente avait pu être détruite par des arbres tombés ou des rafales violentes, l'obligeant à chercher un abri ailleurs. À 2 heures du matin, Storm appela les secours, signalant qu'il était blessé et avait besoin d'aide. Il tentait de rejoindre sa voiture, située à 15 km de là, mais la tempête rendait tout sauvetage quasi impossible. Même les hélicoptères ne pouvaient décoller à cause des conditions extrêmes. Au matin du 30 octobre, les équipes de secours retrouvèrent le corps sans vie de Storm à quelques centaines de mètres de son campement. Son sac à dos ne contenait que quelques objets, dont un sac de couchage et une brosse à dents. Tout indiquait qu'il avait lutté pour survivre, mais les températures glaciales et ses blessures avaient eu raison de lui. Ses pieds présentaient des signes de gelure avancée et son nez cassé laissait supposer une chute. Ces détails hanteront longtemps sa famille, en particulier sa mère, qui ne cessait d'imaginer sa souffrance et le fait qu'il soit mort seul. Son père, Boot, décrivit son fils comme un jeune homme trouvant la paix et le bonheur dans la solitude de la nature. Il avait du mal à tisser des liens avec les autres, mais la nature était devenue son refuge, un endroit où il pouvait vivre selon ses propres règles. Pour Storm, être seul en pleine nature n'était pas une fuite, mais une forme de liberté et d'introspection. Ironiquement, cet environnement qu'il aimait tant fut aussi le théâtre de ses derniers instants. La violence de la tempête, combinée à ses blessures, dépassa même ses solides compétences de survie. Malgré tous ses efforts, les éléments furent plus forts. Les sauveteurs ne purent récupérer la plupart des affaires de Storm à cause des conditions extrêmes. Cependant, son père promit de revenir au printemps, espérant retrouver sa caméra qui pourrait contenir des enregistrements de ses derniers jours. Pour lui, ces vidéos étaient un héritage inestimable, le dernier chapitre de l'histoire de son fils, et il voulait à tout prix le ramener. Ce qui s'est réellement passé durant les dernières heures de Storm reste un mystère. A-t-il quitté sa tente parce qu'elle avait été détruite? Ou cherchait-il simplement à fuir des conditions devenues insoutenables? Ces questions sans réponse pèsent lourdement sur sa famille endeuillée. Ses parents ne veulent pas qu'il soit vu comme un héros, mais plutôt comme un homme profondément connecté à la nature. Son tempérament calme et introspectif trouvait son accomplissement dans la solitude des grands espaces, loin des pressions de la société. Beaucoup ont comparé son histoire à celle de Christopher McCandless, l'aventurier rendu célèbre par Into the Wild. Comme McCandless, Storm cherchait un refuge dans la nature et y a trouvé la mort, loin d'un monde qui ne l'avait jamais totalement compris. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube est devenue un témoignage de sa passion pour l'aventure, une sorte de journal visuel de ses expéditions en solitaire. La disparition de Storm nous rappelle les dangers des explorations en milieu extrême, surtout en solitaire. Malgré ses compétences et son expérience, la combinaison du froid intense et de ses blessures s'est révélée insurmontable. Pour sa famille, la perte est immense, mais ils trouvent un certain réconfort en sachant que Storm a vécu selon ses propres choix. Son histoire, bien que tragique, ne sera jamais oubliée. Le 24 août 2012, dans le parc national de Denali, en Alaska, Richard White, un scientifique de 49 ans originaire de San Diego, explorait seul la nature sauvage depuis plusieurs jours. Randonneur chevronné avec plus de 30 ans d'expérience, Richard trouvait du réconfort dans la nature, en particulier dans les paysages escarpés de l'Alaska. Plus tôt cette semaine-là, il avait obtenu un permis de 5 jours pour randonner dans l'arrière-pays près de la rivière Toklat, une région célèbre pour sa beauté pittoresque et sa faune, notamment les ours. Ayant déjà visité Denali, il connaissait les risques et avait suivi la formation obligatoire du parc sur la sécurité.
comprenant notamment les consignes pour éviter les rencontres avec les ours. Pourtant, lors de son 3e jour d'expédition, une rencontre avec un grizzly allait tourner au drame. Ce vendredi après-midi, alors qu'il marchait seul, Richard tomba sur un grand grizzly en train de chercher de la nourriture. L'animal ne semblait pas avoir remarqué sa présence. Fasciné par le moment, Richard sortit son appareil photo pour capturer la scène. Il se trouvait à environ 40 mètres du grizzly, bien plus proche que la distance de sécurité recommandée par le parc, qui est d'un quart de mile, soit environ 400 mètres. Ignorant cette règle, il passa plus de 7 minutes à photographier l'animal, le capturant dans des instants de calme. L'animal arrêta de brouter, redressa la tête et fixa son regard sur Richard. Quelques instants plus tard, il commença à se diriger vers lui. Les dernières images, prises dans l'espace de 13 secondes, capturèrent le regard intense du grizzly avant qu'il ne charge. Ce qui s'est passé ensuite reste incertain. Les indices retrouvés sur place suggèrent que Richard n'a eu que très peu de temps pour réagir. Quelques heures plus tard, 3 randonneurs tombèrent sur des signes de lutte près du sac à dos abandonné de Richard, le long de la rivière Toklat, à environ 5 km de la zone de repos la plus proche. Ils y trouvèrent des traces de sang et des vêtements déchirés. Conscients de la gravité de la situation, ils alertèrent immédiatement les gardes du parc. Les Rangers lancèrent rapidement une opération de recherche, déployant un hélicoptère pour survoler la zone. Ils repérèrent bientôt un grizzly près de ce qui semblait être une cache de nourriture. En s'approchant, ils découvrirent que ce n'était pas une cache, mais les restes partiellement dissimulés de Richard. L'ours était toujours en train de monter la garde. Face au danger, les Rangers décidèrent de battre en retraite et de revenir le lendemain matin. À l'aube, accompagnés de policiers d'État, ils retrouvèrent l'ours toujours sur place. Depuis les airs, ils prirent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'équipe de recherche avant de récupérer le corps de Richard. L'examen de l'animal permit de confirmer qu'il était bien responsable de l'attaque mortelle. L'ours, un mâle adulte d'environ 270 kg, était un cas inhabituel. Les responsables du parc soulignèrent que de tels incidents étaient extrêmement rares. Il s'agissait de la première attaque mortelle d'un ours dans l'histoire du parc de Denali et du premier cas en Alaska depuis 5 ans. La mort de Richard White fut une tragédie bouleversante. Scientifique passionné, aventurier aguerri et père de famille, il laissait derrière lui une épouse et une fille en bas âge. Son histoire rappelle les dangers inhérents à l'exploration des espaces sauvages. Malgré son expérience et sa formation en sécurité, il s'est approché trop près d'un animal sauvage, conduisant à une issue fatale. Les enquêteurs analysèrent les photos prises par Richard, qui fournirent une chronologie détaillée de l'incident. Elles montraient clairement que l'ours était d'abord indifférent, avant de devenir progressivement plus attentif, puis agressif en prenant conscience de la présence de l'homme. Le parc national de Denali, réputé pour ses paysages grandioses et ses écosystèmes variés, est un lieu à la fois fascinant et dangereux. L'histoire de Richard souligne l'importance de respecter les limites imposées par la nature, d'emporter l'équipement de sécurité approprié comme un spray anti-ours et de suivre scrupuleusement les recommandations destinées à protéger les visiteurs et la faune locale. Si des questions persistent sur ce qui aurait pu être fait différemment, l'héritage de Richard demeure un avertissement pour tous les aventuriers. Le 24 septembre 2005, dans les montagnes rocheuses du Colorado, Michelle Revanek, une mère de 4 enfants âgée de 35 ans, entreprit une randonnée avec son ami Eric Sawyer. Leur objectif était d'atteindre le sommet du Mount of the Holy Cross, l'un des sommets de plus de 4000 mètres du Colorado. Michelle était une athlète accomplie, marathonienne et triathlète, mais c'était sa première ascension en haute altitude. Eric, un randonneur expérimenté ayant déjà escaladé 38 sommets du Colorado, l'avait aidé à se préparer pendant plus d'1 an, s'assurant qu'il disposait du matériel adéquat. Tôt ce matin-là, ils se retrouvèrent au Half Moon Campground et commencèrent leur randonnée vers 6h30. Leur itinéraire prévu suivait le sentier modéré du North Ridge Trail, mais ils se trompèrent et empruntèrent par erreur le Halo Route, un parcours bien plus dangereux. Cet itinéraire, plus long et plus difficile, nécessitait normalement jusqu'à 2 jours pour être complété. Conscients de leur erreur, ils décidèrent néanmoins de continuer. Au fil de la montée, des difficultés apparurent. En début d'après-midi, Michel avait épuisé sa réserve d'eau et Eric réalisa qu'il avait oublié leur nourriture ainsi que son filtre à eau. Peu habituée aux randonnées en haute altitude, Michel commença à faiblir. Elle peinait à suivre le rythme et Eric dut l'aider à plusieurs reprises. Vers 13h15, il se trouvait à environ 400 mètres du sommet, mais Michelle était à bout de force. Elle déclara à Eric qu'elle ne pouvait plus avancer et qu'elle l'attendrait sur place ou redescendrait seule vers le sentier East Cross Creek. Hésitant mais déterminé à atteindre le sommet, Eric lui promit de revenir rapidement.
À 13h42, Eric atteignit le sommet, échangea quelques mots avec d'autres randonneurs et passa un bref appel à sa femme avant d'entamer la descente. Lorsqu'il revint à l'endroit où il avait laissé Michel, elle n'y était plus. Il l'appela, fouilla les environs, mais aucune trace d'elle. Supposant qu'elle avait tenté de redescendre seule, il suivit le sentier et interrogea d'autres randonneurs. Aucun ne l'avait vue, il signala immédiatement sa disparition. Au fil des jours, plus de 700 personnes, accompagnées de chiens de recherche et d'hélicoptères, explorèrent la région. Malgré ces efforts considérables, aucune trace de Michel ne fut retrouvée. 2 jours plus tard, un sac de sport contenant une arme fut découvert près du point de départ du sentier, et un homme suspect fut aperçu dans la zone. Une équipe cynophile détecta également ce qui semblait être du sang dans la neige. Les enquêteurs interrogèrent un homme qui campait non loin, mais ses réponses étaient vagues, et ces indices ne permirent pas de résoudre le mystère. Finalement, les autorités conclurent que Michel avait probablement été victime d'un accident dû au terrain accidenté, à la déshydratation ou au mal des montagnes. Mais sa disparition resta une énigme. Les années passèrent sans nouvelles découvertes, puis en octobre 2022, un randonneur et son fils tombèrent sur une chaussure dans le champ de rochers où Michel avait été vu pour la dernière fois. Elle correspondait à celle qu'elle portait le jour de sa disparition, ravivant l'intérêt pour l'affaire. Les enquêteurs s'interrogèrent sur la façon dont l'objet avait pu rester invisible si longtemps alors que la zone avait été méticuleusement fouillée en 2005. En 2024, une avancée décisive eut lieu. Une équipe de recherche dirigée par des femmes, affiliée à Vail Mountain Rescue, retrouva d'autres objets appartenant vraisemblablement à Michel, des vêtements, un sac à dos et des bâtons de randonnée. Cette percée raviva l'espoir et souleva de nouvelles questions. Pourquoi ces objets n'avaient-ils jamais été retrouvés auparavant ? Le chef de l'équipe de recherche, Scott Beebe, raconta qu'un rêve avait guidé leurs efforts. Dans ce rêve, il avait eu l'impression que l'esprit de Michel ne voulait pas être découvert par des hommes. Inspiré par cette vision, une équipe exclusivement féminine explora méthodiquement la dernière zone où Michel avait été aperçu. Grâce à ce nouvel angle de recherche, elles mirent au jour des éléments clés, notamment une chemise rouge, un bâton de ski et un sac à dos. Bien que des analyses médico-légales soient encore en cours, les autorités sont convaincues que ces objets appartiennent de bien à Michel. L'emplacement précis des découvertes reste confidentiel, par respect pour la famille et afin de préserver l'intégrité des recherches en cours. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là reste un mystère. Michel a-t-elle succombé aux conditions extrêmes ou d'autres facteurs ont-ils joué un rôle ? Alors que de nouvelles découvertes continuent d'émerger, la vérité pourrait enfin se dévoiler, apportant un éclairage sur les derniers instants d'une vie brutalement interrompue. C'était un vendredi de juin 2024 à Alpine, dans l'Utah, lorsque Cynthia Ann Grimwood, une jeune femme de 19 ans originaire de Springville, partit en randonnée en solitaire vers Horsetail Falls. Ce sentier, réputé pour son terrain escarpé et accidenté, est considéré comme difficile. Mais Cynthia n'était pas étrangère aux défis physiques. Ancienne joueuse de softball au lycée, elle adorait les activités de plein air et passait une grande partie de son temps à profiter de la nature. Accompagnée uniquement de son chien, elle entreprit cette randonnée dans le but de savourer la beauté du paysage. Comme beaucoup de sentiers de montagne, Horsetail Falls était affecté par la fonte des neiges saisonnières. Ce jour-là, le ruisseau habituellement calme s'était transformé en une rivière impétueuse en raison d'un niveau d'eau anormalement élevé. Cynthia, peut-être inconsciente du danger accru, s'approcha trop près du cours d'eau, probablement pour se rafraîchir. Tragiquement, la menace était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Son téléphone, qu'elle utilisait pour immortaliser des instants de sa randonnée, révélera plus tard ses derniers moments. Vers 15h, 2 randonneurs tombèrent sur une scène inquiétante près des chutes. Ils trouvèrent un petit chien, un téléphone et d'autres effets personnels éparpillés près de l'eau. Inquiets qu'une personne ait pu être emportée par le courant, les randonneurs contactèrent immédiatement les autorités. L'examen du téléphone permit d'obtenir un élément crucial sur ce qui s'était passé. Une vidéo montrait Cynthia près de l'eau, probablement inconsciente du danger, lorsque le puissant courant l'entraîna soudainement. L'enregistrement se coupa peu après, laissant un témoignage glaçant de la rapidité avec laquelle une aventure en plein air peut virer au drame. Les services d'urgence, dont le bureau du shérif du comté d'Utah, des pompiers spécialisés dans les sauvetages en eau vive et un hélicoptère du département de la sécurité publique de l'Utah, furent rapidement mobilisés. La recherche de Cynthia était urgente mais semée d'embûches. Le terrain escarpé et le courant violent compliquaient l'accès à certaines zones. Si son chien put être sauvé et rendu à sa famille, aucune trace de Cynthia ne fut immédiatement trouvée. Quelques heures après le début des recherches, le corps de Cynthia fut repéré en aval, coincé sous des arbres dans la rivière.
La force du courant et le terrain accidenté rendaient les opérations de récupération extrêmement dangereuses. La nuit approchant, les autorités décidèrent de suspendre l'opération pour garantir la sécurité des sauveteurs. À l'aube du lendemain, les équipes de secours reprirent leurs efforts et purent finalement extraire le corps de Cynthia. Bien que les détails exacts de l'incident restent à préciser, les autorités conclurent que la combinaison du niveau d'eau élevé et du courant rapide avait été la principale cause de la tragédie. La famille, les amis et la communauté de Cynthia pleurèrent la perte de cette jeune femme dynamique, passionnée de nature et d'activités en plein air. Les enquêteurs confirmèrent qu'aucun acte criminel n'était en cause et classèrent l'affaire comme un accident tragique. Les autorités lancèrent un avertissement aux randonneurs, les exhortant à faire preuve de prudence près des cours d'eau, particulièrement en période de fonte des neiges, lorsque les niveaux d'eau et les courants deviennent imprévisibles. Le décès de Cynthia rappelle les dangers des aventures en plein air, même pour les personnes expérimentées. Les rivières et les cascades, bien que magnifiques, peuvent se révéler bien plus périlleuses qu'elles n'en ont l'air. Son choix de randonner seul, une pratique courante parmi les passionnés de nature, a peut-être aggravé la situation car personne n'était présent pour l'aider ou appeler à l'aide au moment critique. Tragiquement, Cynthia ne fut pas la seule victime d'un accident lié à l'eau dans la région cette semaine-là. Le lendemain de sa disparition, un garçon de 12 ans fut emporté par le courant de la Provo River près de Bridal Veil Falls, non loin de Horsetail Falls. Bien que les secouristes parvinrent à le sortir de l'eau, il succomba à ses blessures peu après. Ces drames successifs mirent en lumière la nécessité d'une vigilance accrue face aux dangers naturels, surtout en période de conditions extrêmes. L'histoire de Cynthia soulève de nombreuses questions. Un partenaire de randonnée aurait-il pu changer l'issue de cette tragédie? Aurait-elle pu éviter l'accident en attendant des conditions plus sûres? Au final, le destin de Cynthia Ann Grimwood nous rappelle à quel point la nature peut être imprévisible. Son amour pour les grands espaces fut brutalement interrompu par une force naturelle bien plus puissante qu'elle. Alors que ses proches continuent de porter son deuil, son histoire incite chacun à aborder la nature avec prudence et préparation.